Allez, c'est parti, Margot, Antoine, c'est à vous. Bon webinaire. Merci Merci beaucoup, Christophe. beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. J'imagine que oui. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez des problèmes de son. Merci à MyRH Line pour nous laisser l'occasion de nous exprimer sur la qualité de vie au travail. Donc, Moodwork, face à la crise, mieux comprendre l'individu pour améliorer sa qualité de vie au travail. Donc, ici, on va orienter ce discours autour de la qualité de vie au travail et de l'individu, la place qu'il peut avoir dans cette démarche. Alors avant de commencer, je me présente, je suis Antoine Courcou, je suis psychologue du travail et responsable du contenu chez Moodwork. Je suis accompagné de Margot. Bonjour, je suis Margot Jolin, je suis docteure en psychologie et je m'occupe de tout ce qui est recherche sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail chez Moodwork. Donc Moodwork est une application qui permet aux salariés d'avoir un suivi et de mettre en place des démarches de qualité de vie au travail individuelles à travers leur application. Donc aujourd'hui, le programme du jour, on va s'orienter autour de l'individu et de l'impact qu'il peut avoir sur la qualité de vie au travail, comment ça peut se mettre en place. Donc on va essayer de comprendre l'impact des besoins fondamentaux sur le bien-être, puisqu'on va y venir. Ensuite, on va essayer de comprendre en quoi la situation que nous traversons peut nuire à ces besoins. Et enfin, on va mettre en place des actions. On va essayer de voir les actions qui peuvent être prises et mises en place avec les besoins fondamentaux des salariés. J'espère que ça va à tout le monde. C'est parti. Donc, avant toute chose, on voulait faire un petit peu voir quelles sont les différences entre les RPS, la QVT et le bien-être au travail. C'est une notion que tout le monde connaît ici. On espérait recadrer un petit peu les choses pour rentrer un peu dans le discours. Donc, d'une part, les risques psychosociaux, c'est des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par le travail. Ensuite, on a le bien-être au travail, qui est un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail. Et on a la qualité de vie au travail, donc, qui est des conditions et caractéristiques du travail qui contribuent à la motivation, la performance et la satisfaction au travail, et qui englobe le bien-être au travail et les risques psychosociaux. Donc, l'utilité de la qualité de vie au travail, c'est de diminuer les risques psychosociaux et d'augmenter le bien-être. Donc, pour faire un bref historique sur la question, ça nous semble important. La qualité de vie au travail, on en parle depuis des années. Ça arrivait dans les années 60-70. Ça n'a pas trop pris à cette période-là. Et c'est en 91 qu'on voit pour la première fois apparaître les RPS dans le Code du travail. Donc en 2002, les entreprises ont eu l'obligation de prendre en compte les RPS dans l'évaluation des risques psychosociaux, donc des risques professionnels, pardon. Donc c'est arrivé avec une loi où on a commencé à parler de pénibilité au travail. Donc cette question a soulevé énormément de contraintes. Les RPS devenaient très importants. S'ils sont affinés, les experts ont affiné la question en 2011 en définissant 6 facteurs de RPS. Et donc finalement, une démarche RPS, c'est quand on arrive dans l'entreprise, on considère que le salarié est un coût, que le travail est une contrainte, on rentre sur le territoire de travail et l'objectif est de diminuer les contraintes pour diminuer la pénibilité et ainsi diminuer les risques. Sauf que la question s'est demandée, on s'est dit, mais comment ça se fait que si on diminue les risques, est-ce qu'on arrive vraiment à améliorer le bien-être des salariés? Et la question a été posée énormément, qui fait qu'en 2013, on a élargi la notion de RPS à la notion de qualité de vie au travail, avec la loi Rebsamen, donc c'est revu par l'accord national interprofessionnel. Et dans cette loi, on part du principe en fait que les salariés ne sont plus un coût pour l'entreprise, mais qui peuvent être créateurs de valeur, et que le travail n'est pas une contrainte, qui est un accomplissement de soi. Donc on prend les RPS et on les élargit avec des questions qui vont être tournées autour de l'évolution de carrière, la prise en compte des besoins des salariés. En fait, on va énormément s'intéresser au subjectif du travail en considérant que le salarié en fait est le plus sachant sur son activité, puisque c'est lui qui la vit subjectivement tous les jours. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre en quoi s'intéresser aux besoins du salarié peut améliorer sa qualité de vie au travail. Donc effectivement, l'idée, ça va être de se focaliser sur trois besoins qu'on a choisi de vous présenter parce qu'ils ont été mis en évidence par une théorie qui est beaucoup utilisée en psychologie, qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui a été formalisée en 2000 par deux chercheurs qui s'appellent Deci et Ryan. Et c'est une théorie qui nous semble intéressante parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de liens, vous allez voir, avec la situation qu'on traverse actuellement. Et donc, d'après cette théorie, tous les êtres humains ont le besoin fondamental de satisfaire un besoin d'autonomie, de relation à autrui et un besoin de compétence. Donc, dans un premier temps, on va développer un petit peu chacun de ces différents besoins et puis on va surtout voir comment est-ce que la situation actuelle vient un petit peu remettre en question ces différents besoins. Et puis après, on passera à des actions un petit peu plus concrètes. Donc, premier besoin dont on avait envie de vous parler, c'est donc le besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, vous allez voir, il va bien au-delà de simplement le fait de laisser des salariés se débrouiller tout seuls. Et c'est vrai qu'il faut comprendre l'autonomie comme quelque chose de bien plus large que ça, puisque l'autonomie, ça décide de décider volontairement de son action,
de faire cette action soi-même, mais surtout, et c'est le point le plus important à notre sens, c'est le fait de se sentir en cohérence, en congruence avec l'action qu'on est en train de mener, de sorte à pouvoir en assumer pleinement les conséquences. Et finalement, c'est vraiment cette notion de cohérence entre ce que je fais et ce que je suis qui est essentielle dans ce besoin d'autonomie. Du coup, l'idée d'avoir des salariés qui vont être autonomes, c'est pas forcément le fait que les salariés décident de tout, mais c'est par contre l'importance pour les salariés de se sentir en cohérence avec les actions qu'ils font. Et quand on regarde la crise qu'on traverse actuellement, eh bien, on se rend bien compte qu'elle vient remettre en question ce besoin d'autonomie parce qu'elle ne nous laisse pas beaucoup de choix et elle nous impose de réorganiser notre manière de travailler, de réorganiser notre espace de travail pour les salariés qui sont en télétravail, de réorganiser aussi le temps de travail pour les salariés qui doivent réussir à jongler entre leur vie pro et leur vie perso. Si on regarde pour les salariés qui continuent de se déplacer sur leur lieu de travail, ça pose aussi beaucoup de questions parce que, encore une fois, il y a ce choix à faire entre se rendre sur son lieu de travail parce que c'est important, soit parce que ça reste un travail dans ce qu'on a appelé les travaux de première nécessité, ou simplement parce que ça répond à d'autres besoins que de se rendre sur son lieu de travail, mais vient aussi rentrer dans la balance toutes ces questions par rapport au risque sanitaire, le risque que je prends pour ma propre santé, pour la santé des gens avec qui je vis. Et donc voilà, beaucoup de questionnements qui peuvent venir remettre en question ce besoin d'autonomie. Le deuxième besoin dont on va parler aujourd'hui, c'est le besoin de relation à autrui. Alors encore une fois, un besoin, vous allez voir qu'on peut considérer de façon beaucoup plus globale que simplement un besoin de relation directe avec les autres, puisque ce besoin renvoie à ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est cette sensation que nous avons tous à appartenir à certains groupes sociaux. Et le groupe travail est un groupe à part entière. Et la crise qu'on vit actuellement peut venir remettre en question notre sentiment d'appartenir à ce groupe, soit parce qu'on se sent éloigné des personnes avec qui on travaille, et l'éloignement physique peut venir un petit peu perturber notre sentiment d'appartenir au groupe, mais aussi pour d'autres raisons. Par exemple, le fait de faire son travail différemment peut conceptuellement nous donner l'impression de ne plus avoir les caractéristiques qui sont normalement liées à notre travail. Donc la crise va créer, d'une part pour certaines personnes, un sentiment d'isolement qui va venir mettre à mal un petit peu ce besoin de relation à autrui. Les interactions sont aussi peut-être plus difficiles, mais vous allez le voir que cette remise en question du besoin de relation à autrui peut aller même au-delà de simplement cette relation directe avec les personnes. Enfin, dernier besoin dont on va parler, c'est le besoin de compétence. La compétence, c'est vraiment le fait de se sentir efficace dans les actions qu'on mène, de se sentir dans la pleine maîtrise de notre environnement, et donc en l'occurrence de notre environnement de travail, hein, si on considère le besoin de compétence en référence au travail. Et encore une fois, on voit bien ici que la crise vient agir sur ce besoin, déjà parce qu'elle fait que nous sommes en ce moment dans une situation particulièrement incertaine. Alors incertaine au titre individuel, évidemment, mais de manière beaucoup plus générale, incertaine pour les entreprises. Et le fait d'être dans une situation incertaine, ça veut aussi dire qu'on a moins de maîtrise sur ce qui se passe. On doit accepter qu'il y a certaines choses que l'on ne sait pas et on ne peut pas, avec certitude, prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Et donc ça vient évidemment remettre en question ce besoin de compétences. Et l'autre chose qui est remise en question, c'est, je le disais, toutes ces modifications dans l'organisation du travail, dans certaines méthodes du travail, dans certains process, ça fait aussi qu'on va devoir rompre avec des habitudes de travail, des habitudes avec lesquelles on était parfois particulièrement à l'aise, qui nous faisaient nous sentir compétents. Et le fait de ne plus pouvoir retrouver ces habitudes, ça vient aussi mettre à mal notre besoin de compétences. Donc l'idée, ça va être maintenant de réussir à mettre un petit peu en contexte ces différents besoins pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux salariés pour les aider à retrouver un équilibre dans ces différents besoins fondamentaux. Et on commence tout de suite avec un premier cas pratique. Oui, en effet, donc là, c'était pour la théorie. C'est vrai que c'est plus intéressant de l'avoir également dans un environnement pour mieux se l'approprier. Donc, on va vous faire participer, on va vous poser des questions. Donc, premier cas pratique, du coup, on a imaginé une situation. On a Martine qui est commerciale dans une entreprise de boissons. Et avant la crise sanitaire liée à la Covid-19, elle se déplaçait toujours chez ses clients. Donc, pour elle, la rencontre physique fait partie intégrante de la procédure de vente pour mieux connaître ses clients, leurs besoins et leur environnement. Elle se sentait particulièrement à l'aise dans cette manière de procéder et du coup, la crise sanitaire est venue tout changer. Et donc, par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure, on va vous poser une question.
quel besoin dans cette situation semble être remis en question pour Martine? Super. Je me demandais comment les envoyer. Apparemment, c'est bon. Ok. Alors, vous pouvez répondre plusieurs réponses, bien sûr. C'est un questionnaire à choix multiples. Ah. On a pu... Alors, du coup, je laisse encore un petit peu de temps pour les votes. Je ne sais pas si toi, tu vois du coup les réponses? les résultats, Antoine. Je ne sais pas comment ça se passe sur vos écrans à tous. Si, comme moi, vous voyez l'évolution des réponses. Non, je ne vois pas l'évolution des réponses, moi. D'accord. Alors, je pense qu'il faudra... Je vais attendre que le vote soit clôturé. Je vous laisse encore un petit instant pour répondre. En tout cas, pour le moment, il y a un des besoins qui se dégage par rapport aux autres. Ok. C'est marrant parce que j'ai le suspense, moi aussi, du coup. Je te laisse le suspense. Je ne veux pas donner les réponses. Je ne veux pas influencer les personnes qui n'ont pas encore répondu et qui souhaiteraient répondre. Non, on ne voit pas l'évolution des réponses. Je vais clôturer le vote et normalement, vous allez pouvoir voir les résultats. Et du coup, ce qu'on remarque, c'est que 66% d'entre vous ont répondu le besoin de relation à autrui. Certains ont répondu le besoin de compétences. On a aussi quelques réponses sur le besoin d'autonomie. Et quand je regarde dans les messages chat, il y a certaines personnes qui nous donnent une autre possibilité de réponse en nous disant les 3. Et donc, qu'en est-il, Antoine? Bah, effectivement, les personnes là ont vu juste. En effet, il n'y a pas de. En fait, les trois situations peuvent très très bien se retrouver dans. Les trois besoins peuvent être très très bien mis à mal, on va dire, dans cette situation-là. Si on commence par exemple par le besoin d'autonomie, donc on a Martine qui est sûrement qui a une manière de faire son travail, qui a une façon de faire qui lui plaît énormément. Elle a le choix de faire de cette manière-là. Et bah, la situation, c'est une contrainte. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où l'environnement il a changé, elle ne peut plus faire les choses comme elle le voudrait, et ceci doit l'atteindre fortement, ce qui fait qu'elle est obligée de le faire différemment. Et donc ça déjà, on voit que la contrainte, elle est liée à la situation, et elle vient toucher Martine, qui du coup a son besoin d'autonomie qui est mis à mal. Et bien, dans cette situation, pour pouvoir aider Martine à sortir, à retrouver finalement de l'autonomie, à retrouver ce sentiment de libre choix, et bien, on peut très bien l'aider en se disant, bah, écoute, Martine, dans cette situation, peut-être que tu n'es pas obligé d'avoir tes rendez-vous qui sont pris tout de suite, peut-être que certains rendez-vous sont moins urgents, que tu peux mettre plus tard lorsque tu pourrais te déplacer sur place, peut-être que tu pourrais profiter de ce temps pour organiser ton emploi du temps comme tu le souhaites, organiser tes rendez-vous, organiser ton espace de travail. On pourrait également lui proposer d'avoir le choix en termes de relations clients, comment elle peut contacter ses clients. Peut-être qu'elle pourrait créer des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire pour justement regagner finalement ce besoin d'autonomie, ce sentiment de libre choix. Donc ça, c'est une première phase, mais peut-être qu'elle a également, comme la plupart pensaient, un besoin c'était le besoin de compétence, je crois qu'il y avait Non, c'était le besoin de relation à autrui. Le besoin de relation à autrui, oui, c'est assez logique. Eh bien, peut-être que finalement, le besoin de relation à autrui, il est mis à mal dans cette situation également, puisque Martine, du coup, c'était quelque chose qui l'intéressait d'aller au contact des personnes, au contact de ses clients, de les rencontrer. Et bah, là, la procédure a complètement changé. Donc déjà, d'une part, si on va sur le premier degré de ce relation à autrui, bah, déjà, d'une part, elle a plus ces contacts-là, donc ça a complètement changé sa manière de faire. Mais au-delà de ça, elle appartient au groupe des commerciaux. Donc, elle a une représentation sociale du groupe, elle fait partie d'un groupe qui, du coup, se déplace. Et peut-être que cette situation a complètement changé l'image qu'elle se fait de son métier. Et de ce fait, elle ne se reconnaît plus dans cette façon de faire. Et donc, du coup, c'est là que le besoin de relation à autrui est complètement mis à mal. Et ben, dans cette situation, on peut très bien imaginer qu'on pourrait dire à Martine déjà de peut-être faire des groupes d'échange avec d'autres commerciaux dans la boîte ou à l'extérieur de la boîte pour voir un peu comment les personnes se sont adaptées à cette nouvelle situation. Comme ça, elle va redéfinir ce que peut être le commercial dans un contexte particulier, sachant qu'il faut bien expliquer que c'est un contexte particulier. Donc, c'est des petites actions qu'on peut mettre en place pour lui faire comprendre que la situation ou que le besoin peut être retrouvé dans une autre façon de faire. Et enfin, le dernier besoin, c'était le besoin de compétences. En effet, le besoin de compétences, comme tu as dit tout à l'heure, il est lié au sentiment d'efficacité perçu.
Donc peut-être que Martine, elle se sent moins compétente du fait de cette situation parce que voilà, elle avait le feeling, elle avait le contact, elle aimait bien aller auprès de ses clients, auprès des personnes justement, et elle aimait bien repérer un petit peu tout ce qui est le non-verbal et c'est ce qui lui permettait de faire des très bonnes ventes. Et peut-être que du coup, du fait de la situation, elle ne retrouve plus cette chose-là, et donc elle se sent mis à mal et ce besoin-là n'est pas satisfait. Peut-être qu'on peut l'aider en revalorisant finalement des compétences qu'elle a, qu'elle peut-être ne visualise pas parce que c'est pas celle qu'elle met en avant habituellement, mais qu'elle a et qui va lui permettre de retrouver des challenges, retrouver des façons de faire, retrouver une efficacité perçue qui va lui redonner un sentiment de compétence. Donc voilà, il existe plusieurs manières de faire pour aider Martine, mais encore une fois, là on a pris les 3 besoins. Donc les 3 besoins sont possibles, mais vous avez peut-être que 1 ou 2 qui sont de base une problématique pour Martine. Et donc, pour être sûr de répondre juste à la question au bien-être de Martine, le mieux c'est de lui poser la question, d'aller vers elle et de comprendre quel besoin dans cette situation n'est pas satisfait pour répondre le plus précisément à la demande et améliorer à ce moment-là son bien-être. Donc ça, c'est pour le cas de Martine, mais on a un second cas, Tout à celui fait. de Sébastien. Le cas de Sébastien. Alors Martine, on a vu, la problématique, c'est qu'elle elle s'est retrouvée en télétravail et que ça venait un petit peu bouleverser son quotidien professionnel. Second cas, c'est Sébastien. Sébastien, lui, il est dans une condition complètement différente puisqu'il continue de se rendre sur son lieu de travail. Sébastien est aide-soignant. Et avant la crise sanitaire, il accueillait les patients, il prenait le temps d'échanger avec eux. Pour lui, les patients sont bien plus qu'un simple numéro, ce sont des personnes et la relation est primordiale. Les gestes barrières, l'augmentation des admissions et donc du rythme ont complètement bouleversé son quotidien et ont changé les procédures. On va vous poser exactement la même question que pour Martine. Alors, il faut que je retrouve le sondage. Hop, je pense que c'est bon. Oui. Et donc, pareil, de nouveau, quel besoin semble être remis en question pour Sébastien? On est toujours dans une réponse à choix multiple. Suspense. Il n'y a que toi qui as accès Oui, il n'y a que moi. aux évolutions. J'attends un peu que tout le monde ait le temps de donner sa réponse et après, je mets fin au suspense. Ça continue de répondre? Ça continue de répondre, oui. Bon, là, il y a un peu moins de mystère qu'au premier coup, quand même. Un peu moins de mystère, effectivement. Je partage les résultats. Je suis désolée si certains n'ont pas eu le temps de répondre. On va discuter de toute façon des réponses. C'est bon là, Antoine? Vous avez accès Oui, on a accès aux résultats, ouais. Super. Hop. Alors, je ne sais pas si vous revoyez le diapo. Moi, je ne vois plus le diapo. Mais C'est bon. C'est bon? Super. Donc, du coup, de nouveau, c'est le besoin de relation à autrui qui a eu le plus de suffrages. Mais en fait, comme pour le cas de Martine, avec le cas de Sébastien, potentiellement, les 3 besoins peuvent être mis à mal dans la situation. Et l'idée, encore une fois, ça va être d'aller questionner Sébastien pour réellement savoir qu'est-ce qui est le plus problématique pour lui. On va redévelopper sur les 3 types de besoins un petit peu plus rapidement, parce que vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de similitudes avec Martine. Mais première chose, effectivement, le besoin de relation à autrui. Déjà de manière complètement primaire, parce que même s'il est sur son lieu de travail, avec les gestes barrières, il y a forcément du coup une distance qui se crée entre Sébastien et ses patients d'une part, et donc ça peut être problématique pour lui, mais aussi peut-être entre Sébastien et ses collègues, et Antoine le disait tout à l'heure pour Martine, le besoin de relation à autrui, ça fait aussi référence à se sentir appartenir à un groupe, et donc le fait pour Sébastien de ne plus faire son travail comme il pense qu'il faudrait le faire, eh bien ça peut créer chez lui un doute de se dire mais est-ce que je suis vraiment un bon aide-soignant si je n'arrive pas à procéder comme je pense qu'il faudrait que je procède? Et donc ça peut venir mettre à mal son besoin de relation autrui, son besoin d'appartenir au groupe aide-soignant. Et donc là, ça va être important de retravailler avec Sébastien sur quelles sont les caractéristiques qui, pour lui, font qu'il est ou pas un bon aide-soignant et de revenir interroger sa représentation de ce groupe social. Deuxième besoin qui peut être mis à mal, le besoin d'autonomie, encore une fois, parce qu'il n'a pas décidé de la situation. Et donc, du coup, on rentre dans cette incohérence entre les actions qu'il fait et ses valeurs, la personne qu'il a envie d'être. Et donc là, il va falloir réussir à travailler, à remettre en cohérence ses actions
avec ses valeurs en lui montrant que, d'accord, ce n'est pas son choix, mais peut-être que procéder de cette manière-là aussi, ça peut lui permettre de se révéler. Et donc, du coup, on peut réussir à trouver une cohérence entre les actions qu'il doit mener et des choix qu'il aurait pu faire. Et puis enfin, le besoin de compétences qui peut être traité de différentes manières. Peut-être que l'accélération du rythme va faire que Sébastien se soit moins compétent dans certains de ses gestes. Et donc, il va se mettre à douter sur son efficacité professionnelle. Soit effectivement, c'est des gestes qu'il ne maîtrise pas suffisamment et le fait de devoir accélérer le rythme, eh bien, ça met en exergue le fait qu'il a besoin de formation, par exemple. Mais peut-être qu'en fait, il a l'impression de mal faire ses gestes et qu'en réalité, il les fait parfaitement. Et ce dont il a besoin, ça va plutôt être de la réassurance, plus de feedback, plus de retour sur le travail qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez qu'en allant questionner lequel des besoins est mis à mal, on va pouvoir décider de moyens d'action qui vont être assez différents et qui vont, comme le disait Antoine, permettre de taper juste en fait sur les difficultés que rencontrent les salariés. Alors, quel est le point commun entre Martine et Sébastien? Finalement, le point commun, c'est qu'il y a une distorsion entre la perception qu'ils ont de leur travail, ce qu'ils pensent être le travail idéal, et la réalité. Alors, cette distorsion, elle peut arriver dans plein de situations, mais c'est vrai que la situation sanitaire qu'on vit actuellement va venir un petit peu accroître cet écart entre la perception qu'on peut avoir de notre travail et ce qu'on peut faire dans la situation actuelle. Et en fait, cet écart entre perception et réalité, c'est ce qui va permettre d'être satisfait ou non dans son travail. En effet, puisque lorsqu'on reprend la définition de la satisfaction au travail selon Castel, Lemoine et Durand-Lévigne, on constate qu'il y a une différence entre les attentes que les salariés ont vis-à-vis de leur activité et la réalité. Autrement dit, on est tous un petit peu confrontés par ça. On fait notre métier parce qu'on a des visions, on imagine un peu comment pourrait être la situation, et puis face au poste, à la réalité du poste, on est parfois un peu déçu, bouche bée, et donc ça va avoir un impact sur la satisfaction au travail. Mais parler de satisfaction au travail en prenant cette définition-là, c'est un peu réducteur. Et donc nous, on souhaite l'élargir en fait en prenant la définition d'Herzberg, qui, dans les années 20, a voulu se pencher sur la question de la satisfaction au travail. Il a demandé à plusieurs personnes quels étaient les éléments qui apportaient de la satisfaction au travail et quels étaient les éléments qui apportaient de l'insatisfaction au travail. Cette étude a été recommencée et recommencée après pendant le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il a constaté quelque chose d'intéressant, c'est que les éléments qui sont liés à l'insatisfaction au travail sont des éléments qui sont très liés à l'environnement de travail, donc qui sont externes, ces facteurs extrinsèques qui sont externes à l'activité. Ça va être la politique de l'entreprise, l'encadrement, les conditions de travail, le salaire. Donc, c'est pas aussi cloisonné que ça, mais d'une manière générale, c'est des choses qui sont autour de l'activité. Et il a constaté que les réponses qui étaient apportées autour de la satisfaction au travail, c'était des facteurs qui étaient intrinsèques, donc liés au travail en lui-même. Ça va être l'autonomie de la tâche, la reconnaissance qu'on peut avoir, donc les feedbacks, le sentiment d'auto-efficacité et la responsabilité. Vous allez me dire, mais oui, mais la reconnaissance, ça peut être aussi lié à l'organisation, tout à fait. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément dans quelque chose qui est très scindé. D'une manière générale, lorsqu'un boulot, dans un travail, on reconnaît de la reconnaissance, bah, c'est plus satisfaisant de faire son activité. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'étude d'Herzberg, c'est qu'il constate que l'insatisfaction n'est pas le contraire de la satisfaction, mais que le contraire de la satisfaction, c'est le manque de satisfaction. Et donc, on n'est pas sur une balance. Dans l'idée, lorsqu'on agit dans une entreprise, il faut agir sur des facteurs qui vont diminuer l'insatisfaction au travail et d'autres facteurs qui vont augmenter la satisfaction au travail. Parce que si je diminue seulement l'insatisfaction au travail, par exemple, je fais une jolie salle de pause, j'aménage les horaires, etc., on va avoir des salariés qui vont facilement se dire bah, « ça me plaît d'aller travailler », mais au final, ça va être des actions qui vont être très court terme, puisque au fond, si le travail n'est pas plus stimulant que ça, ils vont peut-être ressentir du mal-être. Par contre, si on agit exclusivement sur la satisfaction au travail au détriment de l'insatisfaction, on va avoir des salariés qui vont retrouver énormément de plaisir dans ce qu'ils font, mais il va y avoir une sorte de frustration qui va se mettre en place, qui fait qu'au moindre changement, par exemple une stratégie qui ne leur plaît pas, une politique d'entreprise qui ne convient pas, un salaire qui est trop bas, eh ben, ils vont très très vite avoir un sentiment de frustration qui va jouer sur leur bien-être. Pourquoi je vais sur ces points-là? Puisque on constate, si on fait un raccourci un petit peu rapide, que d'une manière générale, dans la qualité de votre travail, ce qui est important, c'est d'augmenter la satisfaction et de diminuer l'insatisfaction. Donc pour ce faire, on fait des actions qui sont soit orientées sur l'organisation, sur le collectif, soit sur l'individuel. Et lorsqu'on agit sur le collectif, ce qui était souvent le cas lorsqu'on faisait des RPS, lorsqu'on agit sur le collectif, on agit sur les environnements de travail, on agit sur les conditions de travail. Donc on voit ici qu'on est plus sur des propositions d'action qui vont être liées à la diminution de l'activité.
Pourtant, on ne va pas s'intéresser plus que ça au subjectif du travail, là où se trouve finalement tout ce qui peut être lié à la satisfaction au travail. Donc, ça va être l'autonomie, ça va être la compétence, le besoin de compétence, les besoins qu'on a présentés tout à l'heure. Et donc, c'est important de faire ces actions-là. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, au contraire, mais il est important aussi de prendre en considération le niveau individuel, c'est-à-dire agir sur la perception que le salarié a de l'activité, donc la comprendre pour pouvoir l'affiner. C'est pour ça qu'on va questionner le salarié. Et également, l'objectif est d'améliorer son bien-être individuel, puisque en agissant exclusivement sur les risques, on oublie certaines questions qui sont, elles, orientées sur le bien-être. Et donc, des possibilités d'action qu'on peut avoir, en tout cas, nous, ce qu'on propose chez Moodwork, c'est que l'idée, c'est d'agir sur la perception de l'activité qu'a le salarié. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, le manager vienne questionner le salarié pour comprendre ses besoins, mais des fois, le salarié va dans une situation où il y a plusieurs choses qui ne conviennent pas, la situation, peut-être l'incertitude de la situation, la pression du travail, la surcharge, il peut y avoir plusieurs éléments, et en fait, finalement, il n'y en a un besoin qui n'est pas satisfait, mais ce besoin, comme il n'est pas compris, qu'il n'est pas ciblé, le salarié va avoir tendance à s'étendre sur toutes les situations qui sont compliquées pour lui, et on va avoir du mal à trouver l'action qui est la plus spécifique, celle qui va toucher juste, entre guillemets. Bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aider à cibler le besoin des salariés en allant directement communiquer avec eux. Ensuite, on va du coup agir de par ce fait sur l'organisation de son activité. Donc, soit lui va agir tout seul parce qu'il a des éléments qui peuvent l'aider à modifier sa perception, modifier son sentiment d'efficacité, etc. Il peut trouver lui-même des éléments qui vont l'aider, ou sinon, une fois qu'il a ciblé son besoin, il peut facilement aller communiquer avec son manager et il peut avoir une demande qui va être beaucoup plus claire, ciblée pour justement améliorer son environnement de travail. Et de ce fait, on va agir sur le sentiment de compétence, puisque on va agir sur le sentiment d'efficacité perçue. Il faut savoir que le sentiment d'efficacité perçue a un impact très très fort sur le bien-être, qu'il soit lié sur les compétences, mais qu'il soit lié également sur les émotions. On peut également agir sur l'autonomie, et on peut également agir sur la relation à l'autrui, notamment grâce à la communication. Donc voilà les actions qui peuvent être mises en place de manière individuelle. Alors concrètement, chez Moodwork, comment est-ce qu'on répond à tout ça? On utilise ce qu'on appelle la méthodologie des 3 A. A pour analyse, action et accompagnement. Et donc l'idée, c'est de permettre aux salariés déjà de pouvoir analyser sa situation de travail, de faire un état des lieux de ce qui pour lui est un risque, des facteurs de risque dans sa situation de travail, mais aussi des facteurs de protection, des facteurs qui vont l'aider à augmenter son bien-être. On va ensuite lui donner la possibilité d'agir sur sa situation de travail grâce à des ressources qui vont être adaptés à ses besoins, donc des fiches conseils, des programmes de développement personnel, des conférences en ligne. Mais surtout, tout au long de ces démarches, le salarié peut être accompagné à titre individuel par un psychologue du travail, par une assistante sociale, en fonction de ses besoins, et donc tout ça par chat, téléphone ou visioconférence. Voilà pour un petit peu le type d'action qu'on propose de mettre en place pour répondre à ces besoins individuels. On arrive au bout de cette présentation. Je pense qu'on a été peut-être un petit peu plus bavard que ce qui était prévu. Néanmoins, je pense qu'on va pouvoir prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, avec Antoine, on reste disponible pour vous répondre. D'ailleurs, j'ai vu une question dans le chat modéré. Le travail prescrit vs le travail réel. En effet, on est totalement là-dedans. La satisfaction au travail, on est un peu dans cette idée-là. Le travail prescrit vs le travail réel. Mais si on veut aller encore plus loin dans le bien-être, dans la qualité de vie au travail, on s'intéresse également à une part supplémentaire qui est initiée par des psychologues comme Dejour, etc. Mais on s'intéresse à la subjectivité du travail. Et en fait, en s'intéressant à la subjectivité du travail, ça veut dire qu'on regarde du coup comment le travail il est proposé, il est donné, donc c'est le travail prescrit, quel est le sentiment réel de la personne sur le travail, donc ça c'est le travail réel, et quel est l'impact du travail sur la vie du salarié, que ce soit, quand il rentre chez lui, il y pense toujours, est-ce qu'il est investi, moins investi, pourquoi? Toute cette subjectivité-là, c'est encore un cran en plus qu'on étudie, nous, dans la psychodynamique du travail, par exemple. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait du bien-être et de la qualité de vie au travail, puisque c'est des éléments qui font partie du subjectif et qui permettent de mieux comprendre le salarié. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, je parle un peu vite. Excusez-moi, Catherine, d'avoir parlé vite. Je voulais que ça rentre dans les 30 minutes. Alors, une petite question, la crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur le nombre de vos sollicitations?
Alors, Antoine faisant partie de ces fameux psychologues qu'il est possible de contacter, je pense qu'il va pouvoir nous dire qu'effectivement, Oui, ça a un peu augmenté, oui. oui, il y a eu plus de demandes, c'est vrai. Beaucoup de questions sur la situation, beaucoup de questions sur le changement, beaucoup de questions sur les émotions. Enfin, les domaines sont très variés. En fait, c'est là où on constate qu'une situation qui est vécue, c'est la même situation pour tout le monde. En fait, pas quoique non, puisque en fonction de l'activité, on n'a pas forcément les mêmes sensations, mais d'une manière générale, dans une même entreprise, par exemple, la situation est à peu près la même pour tout le monde. Et pourtant, les demandes sont complètement différentes. En fait. Et c'est là qu'on constate qu'une analyse globale, c'est intéressant, parce que ça permet d'aiguiller les plans d'action qui vont plutôt bien fonctionner. C'est vrai qu'avoir en plus de ça un accompagnement plus individuel pour aider les personnes à cibler leurs besoins, comprendre l'environnement de travail, comprendre la situation, puis finalement leur situation, leur réalité, on dirait. Bah, ça peut aider aussi à justement derrière que ces personnes comprennent, ciblent leurs besoins, et derrière, du coup, pourquoi pas affiner les plans d'action plus globales cette fois-ci. Oui, Mais c'est oui, vraiment. beaucoup de sollicitations. Ouais. L'idée, c'est vraiment de considérer les choses comme très complémentaires. En fait, les actions qui sont menées collectivement, elles sont très importantes, mais parfois, elles ne sont pas suffisantes. Je ne sais pas si ça répond à la deuxième question, comment convaincre nos financiers. Je pense. Disons que les actions collectives ne permettront pas de répondre aux demandes de manière individuelle. Je pense que ça, c'est... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'observe des salariés qui n'ont pas envie d'être autonomes et responsables. Et vous, en quoi cela remet en cause les modèles que vous présentez? Voilà. C'est intéressant comme question, ça. Alors, ça dépend comment est-ce qu'on considère l'autonomie et la responsabilité. Comme je vous le disais, l'autonomie, c'est le fait de faire des actions en accord avec nos valeurs et ce que l'on est. Et donc, on peut tout à fait avoir des salariés qui, alors cette phrase va vous paraître très bizarre, mais qui, de manière complètement autonome, ont besoin d'être drivés et dirigés. L'important, c'est qu'ils fassent les choses en accord avec eux-mêmes et qu'ils se sentent en accord avec les actions qu'ils font. Et donc ça, pour certaines personnes, le besoin d'autonomie va les pousser à avoir besoin d'être très encadrés. C'est pas du tout incompatible. Et c'est pour ça que je vous disais, quand je vous ai présenté justement ces différents besoins, qu'il fallait réussir à avoir un petit peu plus loin que simplement le mot, parce que c'est vrai que quand on parle d'autonomie des salariés, on pense tout de suite à l'autonomie, comme on pourrait dire d'un enfant qu'il est autonome quand il arrive à faire ses lacets tout seul, à s'habiller tout seul, à faire sa toilette tout seul. Là, on voit vraiment l'autonomie de façon beaucoup plus large que ça. Et c'est vraiment plutôt cette cohérence entre les actions que je fais et la personne que je suis. Mettez-vous en relation QVT et RPS? Oui. Je te laisse répondre, Antoine, à cette question. Oui, alors je remarque que c'est quelque chose qui revient très souvent. Les RPS, c'est comment diminuer les risques professionnels dans l'activité. Quand on fait une démarche RPS d'une manière générale, on fait une observation des risques, on observe la pénibilité du travail, on a des éléments, les 6 facteurs RPS, donc l'exigence au travail, l'exigence émotionnelle, le manque d'autonomie, le mauvais rapport sociaux et relations, le conflit de valeurs et l'insécurité. Je les avais notés au cas où il y avait une question. Et en fait, finalement, on est dans une démarche où on est très dans l'observation, c'est-à-dire qu'on va pourquoi pas faire passer un questionnaire aux salariés, mais avec des questions qui vont être très directives et qui vont nous permettre finalement d'avoir un seuil général pour pouvoir affiner après nos plans d'action. Ils ont mis en place derrière la qualité de vie au travail, donc la loi Rebsamen, pour élargir cette analyse des risques, puisqu'on part du principe que supprimer les risques, du coup, ne vont pas forcément améliorer le bien-être des salariés et qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, telles que l'évolution de carrière, la prise en compte des besoins. Il y a toute une panoplie de tâches ou de démarches qui ont été rajoutées finalement au RPS, notamment celle d'aller questionner les salariés, par exemple une démarche QVT, une exemple de démarche QVT qui peut être mise en place dans une entreprise et de faire passer un questionnaire organisationnel, donc porté sur la situation pour repérer dans un premier temps, un pré-diagnostic, repérer les éléments qui vont être peut-être source de pénibilité au travail. Et ensuite, on affine parce qu'on va aller questionner les salariés cette fois-ci avec une question beaucoup plus précise. Donc, on va faire un diagnostic cette fois-ci. On va aller questionner le salarié et on va essayer de comprendre d'une manière un peu plus subjective comment chacun ressent. Alors, pas chacun, on essaie de choisir une dizaine, c'est déjà bien, de comprendre en quoi ces risques-là sont atteignent, on va dire, beaucoup
les RPS, ou alors on diminue le bien-être au travail. Et donc en questionnant finalement les salariés, on va un peu plus loin dans la démarche. Et c'est là qu'à mon sens, on rentre dans une démarche QVT plus complète. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Une autre question, les politiques RH qui mettent en avant le bonheur au travail avec des baby-foot et des salles de jeu ou autres éléments ne prennent en compte que la moitié de la problématique. Mais tout à fait, Caroline, vous avez tout compris. Oui. Effectivement, ça, elles ne prennent en compte que la moitié de la problématique. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Faut pas non plus leur jeter la pierre. C'est-à-dire que, après, est-ce que ça dépend, parce qu'on a peut-être des entreprises où en fait personne joue au baby-foot, c'est un peu dommage d'avoir acheté un baby-foot. Mais dans l'idée, c'est quand même intéressant de jouer sur la diminution de l'insatisfaction. Attention, c'est plaisant en fait pour un salarié, mine de rien, quand des situations sont un petit peu complexes et de se dire, ah, bah, il y a une bonne relation dans l'entreprise, on est plutôt à l'aise, on a plutôt moyen de se reposer. Après, quand on veut, on est plutôt bien loti, on va dire. Ça fait toujours plaisir. Par contre, effectivement, c'est pas suffisant pour estimer que le salarié soit satisfait, parce que s'il a une charge de travail qui est très importante et qu'en plus de ça, il n'a aucune reconnaissance et qu'on lui en demande toujours plus, on a beau lui mettre le meilleur cadre de travail possible, ça fonctionne qu'à moitié en fait. Le stress peut-il avoir un impact sur ses besoins? Alors en fait, il faut bien se rendre compte que le stress, c'est déjà au départ quelque chose de complètement naturel à ressentir. Le stress, c'est un déséquilibre entre les demandes d'une situation. Alors on va rester dans le cadre du travail, donc en l'occurrence les demandes de la situation professionnelle et les ressources qu'on a l'impression d'avoir pour répondre à cette situation. Quand vous avez l'impression de disposer de toutes les ressources nécessaires, alors des ressources qui peuvent être individuelles ou individuelles internes et propres à votre personnalité, votre façon de gérer la situation, mais aussi des ressources externes, l'aide nécessaire, un appui suffisant de la part de vos collègues, de votre direction, le matériel dont vous avez besoin. Tant que vous avez toutes les ressources pour répondre aux demandes, il ne va pas y avoir de situation de stress, ou alors en tout cas, ça va réussir à se réguler. On va rentrer dans un stress dès que vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup de demandes et très peu de ressources pour y faire face. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le stress et les besoins fondamentaux? Ne pas avoir ces besoins qui sont satisfaits, ça va créer un déséquilibre dans cette balance parce que du coup, ça va créer beaucoup plus de demandes et ça va diminuer les ressources. Si j'ai, par exemple, mon besoin d'autonomie qui n'est pas satisfait, donc j'ai l'impression de ne pas pouvoir agir dans le sens de ce que je voudrais faire, de pouvoir mener les actions comme j'aimerais pouvoir les mener pour être en accord avec moi-même, ça va me demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de ressources pour répondre à tout ça. Et donc ça peut être générateur de stress, par exemple. Parce que du coup, eh bien, ma balance va se déséquilibrer avec beaucoup de demandes et moins de ressources pour y faire face. J'avais une question c'était une réflexion qu'on s'était posée, Margot, c'était que le terme autonomie, du coup, Oui. je ne sais pas si j'ai... Oui, je la vois. Du coup, le terme autonomie génère de la confusion. Il faudra en trouver un autre plus adéquat. Oui, on pense. C'est pas faux, c'est sûr. C'est vrai que on se peut même en fait les trois termes, parce que nous on a repris les termes de la littérature, on les a pas modifiés, mais en vrai les trois termes sont un peu flous, puisque autonomie, nous on aime bien parler de marge de manœuvre ici. Je trouve que ça prend en considération l'autonomie, la responsabilité. Pareil pour la relation à autrui, en fait, il y a tout cet aspect groupe social, groupe d'appartenance qui n'est pas bien défini par la relation à autrui et qui pourtant a une place importante. Si on reprend le cas de Martine, qui a l'impression de ne plus faire partie, par exemple, des commerciaux parce que en fait, la relation à autrui est totalement différente, c'est pas très bien défini par le mot. Et pour la compétence, c'est tout à fait pareil, parce qu'en fait, la compétence, on est plus sur le sentiment d'efficacité perçue. Et donc, on a aussi des éléments qui vont être liés à la confiance, qui vont être liés à la reconnaissance. Donc, bon. Après, c'est les termes qui ont été utilisés. Vous êtes libre de... Tant que le message est passé, après, vous êtes libre de changer. J'ai changé, c'est sûr, mais là où je vous rejoins, Marie-Laure, c'est que du coup, on entend énormément parler de l'autonomie. C'est vraiment une vraie question, hein, le fait que pour agir dans le sens de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, il faut rendre les salariés autonomes. Et donc, du coup, ça peut parfois prêter à confusion parce qu'il y a sans doute des salariés qui se disent « Ouh là là, mais moi, j'ai surtout pas envie d'être autonome, ne me laissez surtout pas tout seul, ça me fait plus peur qu'autre chose. » Et donc, c'est vrai qu'il faut être méfiant avec ça. Comment réussissez-vous à rapprocher les besoins des salariés et ceux de la direction, les priorités et visions étant parfois en décalage? Ça, c'est une question qui est... En question. en vrai, c'est quelque chose qui est difficile. Souvent,
de ce que j'ai entendu, moi, en tout cas, autour de moi, souvent, c'est les valeurs de l'entreprise qui peuvent rapprocher les salariés et la direction. C'est-à-dire que lorsqu'on se construit autour de valeurs communes, c'est pour ça que c'est important, en fait, lorsqu'on recrute, lorsqu'on crée une entreprise, d'avoir des valeurs communes, puisque lorsqu'on organise son entreprise autour de valeurs communes, finalement, on a tous un but commun. Il y a énormément d'études là-dessus sur les buts d'entreprise et les buts des salariés et comment la structure de l'entreprise peut manipuler tout ça. Il existe énormément d'actions à mettre en place lorsque les besoins des salariés ne correspondent pas à ceux de la direction. Bien sûr, vous pouvez les entendre, mais parfois, des fois, il va y juste avoir une contradiction. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. En vérité, ça nécessite une démarche un peu plus approfondie quand même sur la situation, une analyse de la structure de l'entreprise pour savoir si déjà, au niveau de la structure, est-ce que ça facilite la mise en place des besoins de la direction. Et voilà, je pense qu'il faut aller au fond de la démarche, mais rapidement comme ça, si je devais donner une réponse rapide, ce serait les valeurs de l'entreprise, dans un premier temps. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, complètement, mais moi, ça me donne aussi envie de juste amorcer un autre sujet très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais je vais faire exprès de te poser la question comme ça. En fait. Est-ce que c'est si grave quand parfois on n'est pas d'accord sur certaines choses? Non, en plus de ça, le conflit, il est primordial dans les entreprises, bien sûr, le conflit de tâches. Alors pareil, je dis ça comme ça, mais ça se demanderait un petit peu plus de détails. Mais c'est vrai que le fait d'être en désaccord, c'est tout à fait sain pour une entreprise et que ça puisse avancer. Après, c'est vrai que y a des personnes, c'est la question de sens. On avait fait un webinaire l'autre jour sur cette question-là, qui revient aussi. C'est est-ce que le salarié peut tout bien trouver du sens dans son travail et suivre les besoins de la direction? C'est possible aussi. Encore une fois, il faut questionner, mettre en place des démarches pour essayer de mieux comprendre. Si la situation est assez importante dans votre entreprise, c'est ce que je vous inviterai à faire en tout cas. Alors, dans le cadre d'une alternance entre télétravail et présentiel, comment trouver un juste milieu sur le management à mettre en place, car les canaux de communication sont forcément différents. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du management à distance dans le cadre du télétravail, mais finalement, sans doute qu'une des situations les plus compliquées, c'est quand on a la moitié de ses effectifs en télétravail et puis une autre partie qui est en présentiel et qu'il faut réussir à jongler entre les deux. Et alors même parfois, pour certains managers, ils ont la moitié de l'équipe qui sont sur place, l'autre moitié qui est à distance. Utiliser la visio avec une partie des équipes et puis avoir les autres personnes en présentiel, c'est vrai que ça demande d'être capable de jongler et les outils de communication, même si on a la chance d'avoir beaucoup d'outils de communication, ça reste parfois compliqué. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir de recette miracle et magique là-dessus. Pour ce qui est de la communication, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de la standardiser, en fait. Alors, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais d'utiliser tout ce qui va être les méthodes avec le bâton de parole ou ce genre de choses. En tout cas, de mettre plus de règles strictes dans les échanges, parce que sinon, ça devient vite compliqué. Et malheureusement, la communication à distance, ne permet pas de communiquer aussi facilement qu'on le fait quand tout le monde est en présentiel. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas si tu as d'autres axes de réflexion là-dessus, Antoine. C'est une question en plus qui est très actuelle et puis qui demande une certaine réponse dans l'urgence. Il n'y a pas de... Non, j'ai pas de réponse plus développée que celle que tu as fournie, puisque l'idée est de comprendre ses salariés. Après, effectivement, il y en a d'une manière générale, la communication est difficile à distance. Il y en a qui vont être satisfaits du téléphone, d'autres qui vont préférer la visio. Les réunions, lorsque certains sont en télétravail, d'autres en présentiel, sont compliquées aussi. Je pense que l'idée du bâton de parole, s'inspirer de toutes les techniques de brainstorming déjà pour ce genre de situation, c'est très intéressant. D'une manière générale, je pense que privilégier des situations un peu informelles, comme créer des moments de cohésion, des moments d'équipe, des moments d'échange un peu plus libres, peut aussi permettre d'ouvrir la parole. Et sinon, aller questionner les salariés, savoir comment ça va, reconnaître leur travail, voir comment ils avancent, faire cet effort-là pour délier un peu les paroles et voir quelle communication fonctionne le mieux avec tel salarié ou tel autre salarié. Pensez-vous que le poste de Chief Happiness Officer est forcément complémentaire aux fonctions RH de base pour travailler à améliorer la QVT des salariés? Je ne connais pas très bien ce
métier de Chief Happiness Officer en toute honnêteté. Je pense ça dépend. Je sais que d'une manière générale, de ce que j'ai entendu, c'est que le Chief Happiness Officer est un métier très varié. Après, Oui. ses actions concrètes, c'est un peu obscur pour moi. Mais je suis pas sûre qu'il y ait une vraie, alors il y en a peut-être parmi vous qui connaissent un petit peu mieux ce métier que nous, hein, mais je crois pas qu'il y ait vraiment une réglementation autour de ce métier et des fonctions de ce métier. Si vous avez, la chance de travailler avec, des CHO et que vous êtes, vous, dans les fonctions RH, je pense qu'il y a effectivement des actions complémentaires à mettre en place. Mais j'ai vu que c'est un métier qui est pas très... C'est un métier un peu comme le baby-foot, Après, par contre, c'est très intéressant d'avoir des, comment ça s'appelle, des coachs ou des personnes qui font ce type de métier-là pour ouvrir les échanges. Par exemple, nous, on arrive avec des théories qui sont fournies. La mise en pratique, souvent, on arrive sur le terrain, on essaye de questionner, voir ce qui peut se mettre en place facilement, parce que les entreprises sont très différentes. Le fait d'avoir des personnes qui sont coachs, qui vont avoir facilement des idées, qui vont facilement avoir des mises en pratique, qui vont avoir cette motivation-là, va permettre en fait tout simplement d'ouvrir le discours, d'ouvrir l'échange et d'être source de propositions. Ils vont suivre les actions, ils vont énormément s'impliquer dans le domaine. Après, la relation qu'il va y avoir avec le RH, ça c'est encore un peu obscur. Ouais, je vois des choses sur les CHO là, hein, qui font partie intégrante des missions du responsable QVT. Oui, et c'est vrai que dans ce cas, si vraiment le CHO c'est comme un responsable QVT, il y a effectivement des actions complémentaires à mettre en place avec les RH, c'est une certitude. Oui, le CHO ne serait pas la version anglophone plus moderne du responsable QVT. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, parce que de toute façon, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup plus le poste de responsable QVT. Et le responsable QVT, en soi, il organise des réunions avec les membres QVT pour définir les besoins de l'entreprise. Et après, son boulot, c'est de suivre les projets. Et donc, du coup, ces projets vont forcément se mettre en place avec les RH, mais vont aussi se mettre en place avec les managers, vont aussi se mettre en place avec les salariés. Donc, en fait, ça va être des actions conjointes avec absolument tout le monde, parce que s'ils commencent à mettre des actions qui ne facilitent pas du tout le travail de certains services, ils tombent à côté. Donc oui, je pense que ces actions sont conjointes avec tout le monde. C'est un coordinateur, très bien, oui, c'est exactement ça, je pense. C'est le terme. Oui. Mais c'est vrai que malgré tout, même ce métier de responsable QVT, c'est quelque chose qui n'est pas encore parfaitement défini. Moins en tout cas que tous les métiers RH. Mais ce qui est normal, hein, quand on regarde, Antoine nous a présenté l'historique de la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est assez récent dans la pratique de terrain, même si c'est pas quelque chose de complètement nouveau et que c'est quelque chose dont on a conscience depuis plusieurs années. C'est assez récent le fait de mettre en place dans les entreprises des responsables QVT, de prendre vraiment la qualité de vie au travail comme quelque chose qui doit être au cœur des décisions dans les entreprises. Donc tout à fait, oui, la fonction dépend de la culture d'entreprise, de la maturité de l'organisation, exactement. Et tout à fait, on profite pour transmettre le lien parce que chez Moodwork, on fait en ce moment des ateliers autour du métier de responsable QVT et de la place de la qualité de vie au travail dans l'organisation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jérôme Anthony. La QVT n'est-elle pas aussi à rapprocher des missions liées à la sécurité au travail? Si, la sécurité au travail, ça fait partie intégrante de la qualité de vie au travail. Ouais, c'est vrai que il m'est arrivé, moi, de travailler dans des endroits où le responsable QVT au métier était SST, donc santé, sécurité au travail. Donc oui, c'est assez lié, c'est vrai. Après, il ne faut pas non plus que ce soit que des actions liées sur la santé et la sécurité, c'est un peu plus que ça. Mais de toute façon, la qualité de vie au travail, c'est pris parfois par les RH, c'est pris parfois par les SST, parfois par des membres qui le font par bénévolat ou par envie. Ça dépend. Dans les entreprises, c'est pas encore très bien défini cette chose. Alors, il y a d'autres. Alors, du coup, on est parti sur le responsable QVT. On a loupé quelques autres questions. Je vois juste une remarque par rapport à cette dernière slide qu'on
qu'on présente là sur le fait qu'on s'engage à accompagner gratuitement les hôpitaux pour soutenir le personnel soignant. Mais en fait, tout simplement, durant toute la durée de la crise, on propose la solution Moodwork gratuitement à tous les établissements de soins. Donc là, on parle des hôpitaux, mais je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans des EHPAD, par exemple. Eh bien, c'est le cas aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, moodwork.com, et du coup, vous trouverez toutes les informations relatives à cette offre de soutien au personnel soignant. Je ne sais pas si on a loupé des questions. Ah, j'ai cru en voir. Avez-vous d'autres pratiques à partager pour motiver les équipes durant cette nouvelle vague de confinement? La motivation. La motivation, grande question. La motivation, en fait, elle est très liée. Les besoins fondamentaux qu'on a repris là, donc c'est, encore une fois, nous, on s'est basé sur les besoins fondamentaux parce qu'on trouvait que c'était déjà ceux qui sont définis par Deci et Ryan et qu'ils estiment que c'est ceux qui sont le plus liés au bien-être d'une manière générale, pas que professionnel, mais également c'est ceux qui sont très très reliés à la motivation. Donc besoin de compétences, besoin d'autonomie, besoin de relations à autrui. Donc des astuces pour les mettre en place. Par exemple, le besoin de compétences, ça va être énormément faire de la gratitude, essayer de voir si la charge de travail est haute et voir s'il est capable, parce que des fois la charge de travail elle va être grande pour l'un et la même charge de travail ne va pas être grande pour un autre. On a déjà questionné ça, voir si ça va. Diminuer du coup ce sentiment de charge de travail, enfin ce sentiment d'efficacité qui va être faible, donc essayer de le augmenter pour pouvoir remotiver les personnes, peut-être les challenger sur d'autres choses, retrouver de l'autonomie également, ça va être leur proposer peut-être d'être un peu plus autonomes dans la manière dont ils vont organiser leur espace de travail, déjà qu'ils ont très peu de choix actuellement puisqu'ils sont chez eux, par exemple, s'ils sont obligés d'être chez eux, bah, déjà ils ont très très peu de choix dans la mise en situation, donc essayer de leur redonner du choix sur des choses, la marge de manœuvre, on va essayer de garder ce terme-là, et je trouve qu'il est plus intéressant, c'est de leur redonner de la marge de manœuvre sur des choses sur lesquelles ils peuvent le faire. Alors après, des astuces comme ça, c'est difficile d'en trouver, parce que ça dépend réellement des postes. Et pour la relation à autrui, on avait l'idée que, par exemple, mettre pas mal d'échanges officieux dans l'entreprise, c'était quelque chose qui pouvait motiver, revaloriser le poste, même à distance, trouver des éléments pour faire en sorte que le salarié se sente toujours dans le même groupe d'appartenance, malgré les changements de situation. Difficile de trouver des astuces précises, sachant qu'on ne sait pas quelles sont les situations de base. Oui. Autre chose qui peut être aussi intéressante à travailler, et peut-être particulièrement dans la période actuelle, c'est tout ce qui va tourner autour du sens au travail, le sens que les salariés vont donner à leur travail. C'est vrai qu'on parle peut-être que trop peu de l'impact. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tous ces métiers qui sont importants, qu'il a fallu garder parce que c'est des métiers de première nécessité. Et heureusement qu'ils sont là. On pense évidemment à tous les soignants, on pense à toutes ces personnes qui travaillent dans les supermarchés et qui nous permettent de continuer d'aller faire nos courses. Mais du coup, ça peut créer aussi, le revers de la médaille, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées en chômage partiel et qui ont pu se dire, bon bah ok, alors en fait, moi, mon métier, il sert à rien. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre et assez démotivant. De se dire, bon, bah, alors à quoi ça sert que je continue de me lever pour faire un travail alors qu'en fait, apparemment, moi, mon travail, il ne fait pas partie des travaux de première nécessité et du coup, à quoi ça sert que je le fasse? Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut réussir à rester quand même assez vigilant avec ça et aider les salariés à travailler sur le sens que peut avoir leur travail. Oui, ça me fait penser à l'étude. On a sorti une étude, Moodwork a sorti une étude récemment sur la qualité de vie au travail d'une manière individuelle. Et donc, il y avait ces 3 besoins qu'on a estimés, nous, aujourd'hui, mais ils en avaient rajouté 3 d'autres, que je trouve qui est intéressant, c'est le prolongement de ces 3-là, à mon sens. Ça va être le besoin de sens, le besoin que je dise pas de bêtises, il y avait le besoin de sens, le besoin de reconnaissance. Oui. Et déjà, c'était des besoins qui étaient primordiaux actuellement, ce qui vont forcément avoir un impact sur les premiers besoins estimés. Donc la reconnaissance, déjà, apporter de la gratitude aux salariés, c'est pas mal. Essayer de retrouver du sens également. C'est des bons points à mettre en place. Cette étude, je la recommande. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, on vous remercie énormément pour toutes ces interactions parce que nous aussi, ça nous fait du bien pour notre besoin de relation à autrui que d'avoir constitué avec vous aujourd'hui un groupe, le groupe des personnes intéressées par la qualité de vie au travail. Et ça fait du bien de se sentir appartenir à ce groupe. Alors merci beaucoup. Merci à Anna et Rachline aussi de nous laisser la possibilité de nous exprimer sur la question. Ça nous tient à cœur.
très agréable. Je ne sais pas comment... Alors, je ne sais pas si Christophe est toujours dans le coin. Merci beaucoup pour tous vos messages. Du coup, Christophe, je ne sais pas comment ça se passe pour clôturer ce webinaire. Je pense qu'on doit appuyer sur le bouton quitter. Donc, on va se quitter. Bonne semaine à vous. Bon courage pour le confinement. Prenez vraiment soin de vous. Et peut-être à bientôt sur Moudoir. Bonne journée. Au revoir à tous. On va quitter maintenant. Merci. Au revoir. Au revoir.